Donc, cette sagesse, elle, ce sont les lois et les principes. Et vivre l'amour de la sagesse, ben, c'est chercher à comprendre, chercher à l'apprendre, chercher à l'intégrer, chercher à savoir ben, les causes, en fait. Ça revient aux causes de la vie, aux causes de la nature, aux causes de ce qui se passe dans notre vie, en fait. Pourquoi on venait à vivre ça? Pourquoi on vit, on a cette incarnation? Pourquoi on vit des épreuves? Pourquoi on vit des difficultés? Pourquoi on vit... est-ce que tout est facile? Donc, il y a des principes derrière tout ça à comprendre. C'est-à-dire, on n'a pas inventé ça non plus. Et puis, pour les lois, par exemple, les lois de les lois de la nature, si je donne un exemple des lois de la physique, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est assez évident qu'il y a des lois de la physique. Il y a des lois de la gravité, il y a des lois de mécanique classique de Newton, par exemple. Il a élaboré, plutôt il a découvert certaines lois de la physique. Il y a les lois de l'électrodynamique. Bon, tout ça sont des lois de la nature, mais il y a d'autres lois comme la loi de, je sais pas, de la vie, la mort. C'est-à-dire on est tous conscients on est venu au monde un jour et on va mourir un jour, on le sait. Je ne suis pas un devin en disant que ben, je peux prévoir que dans 100 ans à peu près, là, peut-être moins, la plupart d'entre nous ici, on va être morts. Je ne suis pas un prophète de malheur en disant ça. C'est-à-dire que c'est évident, on sait qu'on ne peut pas y échapper. Personne ici ne peut y échapper. Personne, et même tout ce qui existe n'y échappe pas. Même la planète, là, on sait maintenant que la Terre a environ 4 milliards et demi d'années. Donc, elle a eu une naissance, elle a eu un développement, elle a eu une vie et elle va mourir à un moment donné. On l'estime encore dans 4 milliards d'années, quelque chose comme ça. Donc, et l'univers aussi a un âge. Donc tout ce qu'on observe autour de nous est là, mais il ne sera plus là un jour. Il va se transformer, il va se recycler, il va se métamorphoser, on peut dire, ou changer de forme. Ouais. Donc, il y a une naissance, donc c'est une loi de la vie, ça aussi, qu'on ne peut que constater. On ne peut rien faire contre cette loi-là. Ceci dit, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces lois-là? Comment on vit par rapport à ces lois-là? Est-ce qu'on a une fatalité, c'est-à-dire, de toute façon, à quoi ça sert de se forcer? On va tous mourir un jour. À quoi ça sert de vivre? On va tous mourir. Est-ce que c'est une bonne vision, une bonne réflexion? À chacun d'en juger. Ou ça devrait nous amener, on a à penser peut-être, qu'est-ce qu'on a à faire? Pourquoi on est là pour une période de temps? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le sens de tout ça? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Pourquoi tout naît, vit et meurt un jour? Ça n'a pas de sens pourquoi tout ce mal, pourquoi donner tout ce trouble pour, par exemple, on observe les arbres et les animaux, on observe tout. Pourquoi se donner tant de mal pour croître, mais pour mourir après? C'est quoi le sens de ça? Donc, ça, on commence à être philosophe. C'est les questions les plus simples qui sont souvent les plus essentielles. On n'a pas la réponse à cette question-là, même avec toute notre technologie, toute notre science, on ne sait pas. On n'a pas de réponse à cette question-là. Donc, c'est ça la philosophie, une école de philosophie à la manière classique, c'est aller à la quête des réponses, aller à la quête de la sagesse. Donc, ensuite, ça se connecte directement à la liberté, parce que qu'est-ce que la liberté, ou pourquoi on a quelle liberté on peut avoir, ou qu'est-ce qui nous rend libres, et qu'est-ce qui nous rend prisonniers, et comment on sait si on est libre ou prisonnier. Comment on arrive à comprendre, c'est quoi la différence entre les deux, et est-ce qu'on est réellement libre? On pourrait se dire, étant donné qu'on est pris par les lois de la physique, on n'est pas libre, on est pris dans les lois. Il y a une dictature des lois de la physique, une tyrannie des lois. Donc, on voit que non, c'est pas si simple, c'est pas comme ça. Mais par contre, si on voit la nature, on observe la nature, elle évolue au travers des lois. Les arbres, les plantes, les animaux, ils évoluent au travers des lois. C'est-à-dire qu'il y a des lois et des principes qui sont là, qui encadrent, mais il peut y avoir évolution à l'intérieur de ce cadre-là. Et nous, on peut, en tant qu'être humain, on peut s'y relier, c'est-à-dire de comprendre, par exemple, les lois de la physique, les lois de la gravité. Ça permet de construire des avions, ça permet de construire des tours, ça permet de construire tout ce qu'on connaît, la technologie qu'on a là maintenant.
est due à une compréhension des lois, des principes de physique, par exemple, les lois de l'électrodynamique, l'électronique, l'électricité et tout ça. Donc, ça nous rend libres, en fait. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire connaître les lois qui limitent les choses nous libère. Parce que ça nous donne un champ. Ah, OK, c'est là qu'on peut évoluer, c'est là qu'on peut avancer. Si on n'a pas conscience, on ne comprend pas ce cadre-là, bien, on est pris, on est prisonnier, on ne sait pas de quoi. On peut s'illusionner libre, alors qu'on n'est pas, on est pris dans une espèce de cadre et dans une espèce de boîte de laquelle on n'a même pas conscience des murs, en fait. Donc, c'est ça, la philosophie nous amène à aller parce qu'il y a eu des sages, je dirais des philosophes, qui, d'une certaine façon, ont sorti de la boîte. Ils sont allés de l'autre côté et ont vu des choses et ils reviennent avec, ben voici comment que ça se passe. Voici, il y a autre chose que ça. Et souvent, ils ne sont pas bien reçus, ces gens-là, malheureusement. On pense à Socrate, qui a été mis à mort, on pense à Hypatie, on pense à Giordano Bruno, les grands philosophes ou les grands sages qui nous ont ramené une sagesse et voici, ils nous ont expliqué des choses, mais de toute évidence, ce n'est pas suffisant. Par exemple, si on prend un livre de Platon, tout est là, la sagesse est là, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'appliquer. On va la raisonner, l'intellectualiser, mais ça ne veut pas dire qu'on va réellement appliquer, vivre de façon cohérente à ce qui est enseigné là. Vous connaissez tous ou avez entendu parler de l'allégorie de la caverne de Platon, qui est magnifique, parce qu'elle nous parle de ça, justement, où on est des prisonniers dans le fin fond de la caverne. Tout ce qu'on voit, c'est des illusions, les ombres sur une paroi, et on pense que c'est la réalité. Alors que le sage, c'est celui qui est sorti de la caverne et revient et nous dit, ben voici, il y a autre chose. Donc, si les gens ne sont pas prêts à recevoir, ben, ça ne sert à rien. Il faut que la personne fasse le chemin par elle-même. De la même façon, si, par exemple, on apprend la musique, un maître de piano peut venir nous voir, nous parler, ben voici comment on joue de la musique. Intellectuellement, on peut très bien comprendre et il peut nous transmettre même l'émotion, le sentiment de la musique, mais ça ne fait pas en sorte qu'on sera des musiciens. Donc, il doit y avoir un vécu. Il doit y avoir un vécu de la philosophie pour réellement la comprendre, réellement se l'approprier et réellement rencontrer en nous-mêmes nos propres limites, nos propres limitations. C'est le sens de la liberté, c'est-à-dire de rencontrer qu'est-ce qui nous limite, en quoi on se limite nous-mêmes, en fait, sans nous-mêmes le savoir. Et c'est ce qu'on va un peu voir aujourd'hui. Est-ce que ça va pour ça? N'hésitez pas s'il y a des questions tout au long. Si ça va, je passerai une petite vidéo très courte. Et normalement, ça se passe bien de partager des vidéos, mais s'il y a un problème, vous me le dites. Donc, ça dure environ 4 minutes. La qualité, so-so, donc soyez bien attentifs à ce qui est dit, c'est en français. Donc, un petit instant, je vais vous partager. N'est que le conduit qui nous donne l'impression qu'il y a des objets séparés. Nous sommes-nous suffisamment enfoncés dans le terrier ? En 2 dimensions, exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. J'ai demandé à Ray où est Dodi, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Qu'est-ce que ça peut bien être? Dans ce monde,
Les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Courez, Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur. Qui a parlé? Où es-tu? C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par As. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Et tu es un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête, arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh, Direction? non. Oui. C'est que... il n'y en a pas. Plus. Que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions. Donc, est-ce que ça a été? Vous avez bien entendu? Donc, j'aimerais peut-être vous entendre sur la vidéo, en fait, ceux qui veulent commenter, en lien avec la liberté, comment vous l'associez avec ce qui a été présenté ou avec, avec votre propre vécu, en fait. On voit qu'elle est passée, c'est symboliquement, on passe de 2 à 3 dimensions. Donc,
qu'est-ce que, selon vous, représentent les 2 dimensions et les 3 dimensions, par exemple? Quelles sont les limites d'un à l'autre? Ben, ce que je retiens un peu, là, si on veut, c'est quand même une grosse vidéo, c'était bien intéressant. Merci de me l'avoir fait découvrir, mais c'est que quand on est dans nos propres croyances, là, c'était la 2e dimension, bon, on ne pouvait même pas imaginer que quelque chose d'autre existait. Puis de commencer à se rendre compte que peut-être qu'il y a plus que ce qu'on voit, que ce qu'on expérimente, ça nous fait peur. La peur, ça peut être un blocage à aller plus loin dans le chemin, vers la découverte, si on veut. Puis, puis c'est ça, à la fin, tu sais, quand on l'envoie off, là, il dit ce qui nous fait le plus peur nous fait aussi le plus d'émotions. Bon, des émotions, oui, mais peut aussi, quand on affronte ces peurs-là, ça peut aussi nous amener à voir des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer qui existaient auparavant. Donc, ça vient nous libérer en quelque sorte parce que c'est comme affronter ces peurs, les choses qui nous obstruent, puis finalement se transformer ça pour aller de l'avant, évoluer finalement. Ouais. D'autres commentaires? Oui, c'est ça. Je trouve que oui, on se limite parfois à accepter que ce qu'on voit, que ce qu'on comprend. On se limite au monde visible alors que parfois il y a des choses invisibles ou qu'on ne comprend pas, et je pense que ça parlait un peu de ça aussi. Ouais. D'autres commentaires? Pour reprendre un peu ce que disait Chantal, nos peurs nous limitent. Donc si on se laisse prendre par nos peurs et si on se soumet à nos peurs, on s'enlève des libertés. On s'empêche d'être libre. Ouais. D'autres exemples? Réponse. Donc, merci. C'est ça, la vidéo montre, dans le contexte qu'on l'étudie, vous voyez qu'elle a été faite dans un autre contexte, mais elle peut être représentative de ce qu'on est en train de développer. Et où il y a ces peurs de l'inconnu, en fait. Je pense qu'on le connaît tous, mais l'affaire, c'est qu'on ne sait pas quel inconnu on peut rencontrer. Et aussi, comment ça se traduit, mettons concrètement. Ça peut être de ne pas oser, mais non plus, on ne sait pas est-ce que c'est valide. Parce qu'on peut aller affronter des peurs, par exemple. Je ne sais pas, j'ai peur de faire du parachute, du bungee, de la plongée sous-marine. J'ai peur ça peut être des peurs, mais est-ce que c'est de ça dont on parle? Bien que ça peut l'être, là. Donc, il y a les peurs de l'inconnu vers une autre dimension, vers quelque chose dont on n'a même pas conscience. Ce qui est intéressant de la vidéo aussi, c'est comme si le personnage qui arrive et puis peut représenter le sage, justement. Le sage qui vient nous dire, ben voici, il y a d'autres dimensions, il y a un autre plan de réalité. Alors que nous, on peut dire, comme le petit cercle là, dans sa boîte, il dit ben non, il n'y a pas d'autre réalité, regarde. Puis il s'en va de gauche à droite, puis il est convaincu. Donc, il peut même prouver scientifiquement, guillemets, que non, il n'y a pas d'autre réalité. C'est vrai, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le peser. Donc, non, c'est totalement un autre plan de réalité. Dans le cas de la sagesse, connaître les lois de la sagesse ou les lois de la vie et aller vers quelque chose d'autre, ce n'est pas dans le physique qu'on va le trouver. Ce n'est pas non plus dans, je veux dire, c'est pas dans
dans ce qu'on peut peser ou mesurer, si on veut. C'est un autre plan de réalité, c'est un autre domaine qui est inconnu, où, bien que la réalité concrète sera le terrain où est-ce qu'on pourra l'expérimenter. Je vais donner des exemples de ça. Mais aussi ce sage qui arrive et qui nous montre une autre dimension, ben, il ne peut pas le faire à notre place. Il ne peut pas nous donner à notre place. Dans ce cas-là, il aide le cercle, mais c'est symbolique, où la personne doit décider de le faire d'elle-même. Dans un sens où on l'entend au niveau philosophique, ben, l'inconnu, c'est notre potentiel, en fait. Qui on est réellement. On le voit dans nos ateliers de philosophie, c'est-à-dire l'être, cette essence qu'on sait qu'elle existe à quelque part. On sait tous à quelque part qu'il y a une version de nous meilleure. Pas meilleure dans le sens qu'on n'est pas bon maintenant, c'est plutôt dans le sens de moi plus capable d'agir dans le monde, par exemple. Moi, non limité par mes peurs et mes craintes. Moi, capable d'agir, de changer le monde pour le mieux et de participer au-delà de mes peurs, au-delà de ce qui m'effraie, au-delà de ce qui me limite. On a tous, à quelque part, cette idée qu'il y a quelque chose. Et puis, donc ça, c'est en lien avec, si on observe la nature, encore une fois, la nature va quelque part, c'est-à-dire il y a une évolution, il y a un changement, il y a une transformation. Si on prend une graine de blé ou de maïs, une graine d'arbre, on la plante dans la terre à la bonne place, elle va croître, elle va se développer. Elle va devenir ce qu'elle doit devenir, c'est-à-dire c'est une graine de blé. Si c'est une graine de blé, elle va devenir blé. Elle ne deviendra pas carotte, elle ne deviendra pas radis. Donc, elle a son essence, l'être, qui elle est réellement, à la source, à l'origine, et va aller vers ce qu'elle doit, à moins qu'elle soit mangée, évidemment, qu'elle soit broutée par un animal. Normalement, si tout se passe bien, elle a de l'eau, du soleil, elle va aller vers ce qu'elle doit faire. Elle doit aller vers qui elle est, vers son identité profonde, en fait. L'être humain, c'est différent. L'être humain, on vient au monde avec cette idée qui n'est pas définie, qui je suis, vers où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, comment ça se répercute concrètement, mais c'est qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait. Vers quoi je vais aller, comment, souvent ça se traduit par quelle carrière je vais faire, quelle profession je vais faire. Évidemment, ce qu'on parle ici, c'est au-delà de la carrière, au-delà du travail, au-delà du contexte, au-delà du contexte socio-économique, philosophique, pas philosophique, mais historique dans lequel on vient au monde. Donc, il y a quelque chose qui est à faire. Il y a l'être, il y a qui l'on est réellement, qui est là, mais qui demande à être planté dans la bonne terre, en fait. C'est-à-dire dans quoi je vais me dédier ou m'engager qui va me permettre de me rencontrer mes limites, rencontrer mes peurs, mais je vais être capable de les dépasser. Je vais avoir un sens de finalité qui est tellement élevé que je vais accepter qu'il y ait les épreuves et que je vais accepter de les dépasser. C'est-à-dire, je sais qui je veux être et je vois les étapes pour y arriver. Et pour y arriver, je vois que je vais avoir des difficultés. Ça ne sera pas facile. De toute évidence. Et ça, toutes les traditions en parlent. Le chemin vers l'être humain, c'est un chemin un chemin héroïque, en fait. Pour reprendre certaines anciennes traditions, mais c'est la voie du héros. C'est-à-dire et comment ça se passe dans par exemple, les mythes du héros, dans le mythe d'Héraclès, par exemple, Hercule, il y a ces 12 travaux, vous vous souvenez, les 12 travaux d'Héraclès ou d'Hercule, ça se fait pas dans le sofa, en gros. C'est pas en restant chez soi. Je veux dire, en étant dans le confort que ça va se passer. Il doit y avoir lutte, il doit y avoir défi, il doit y avoir Kurukshetra, pour reprendre les mots de la Bhagavad Gita. Il doit y avoir un champ de bataille. Évidemment, le champ de bataille, c'est pas physique. C'est pas d'aller à la guerre. C'est intérieur, le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Qu'est-ce qu'on va rencontrer en nous? Ce sont nos peurs, justement, nos limites, nos défauts qui vont se manifester peu importe où on est. C'est pour ça on peut être à la maison confiné, mais on peut rencontrer on peut livrer notre bataille. On peut avoir peur
Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer dans un mois? On ne sait pas présentement. Il y a la crise économique qui se pointe. Comment que ça va se passer d'ici quelques semaines, quelques mois? On n'en a aucune idée. Donc, on peut être là et on peut rencontrer nos angoisses. Mais ce sont notre champ de bataille aussi. Mais comment je fais face à ça? Pourquoi que ça m'effraie? Parce que des crises, il y en a toujours eu, il va toujours y en avoir. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours des crises, des difficultés. Dans notre propre histoire personnelle, si vous observez, il y a eu des crises, il y a eu des moments difficiles. Donc, c'est une des constantes de la vie. Ce que disait le Bouddha, la souffrance est véhicule de conscience. Évidemment, ce n'est pas non plus de chercher la souffrance à tout prix et me dire « oui, je souffre et je comprends ». Non, ça n'a rien à voir. Ça veut dire que ça va être inconfortable. Donc, c'est bien représenté dans la petite histoire du cercle qui a une peur de sortir de sa boîte et puis qui a une peur de sortir dans l'autre dimension qui est inconnue. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. On va se retrouver devant nos peurs. Et qu'est-ce qu'on fait devant ces peurs-là? On a été éduqués aujourd'hui, depuis 2, 3, même 400 dernières années, dans une vision du monde matérialiste. C'est une vision du monde d'où la matière est tout ce qui existe. C'est-à-dire que le cerveau, la conscience naît du cerveau. Il n'y a rien d'autre que ça, et tout ce qu'on est comme être humain, ce sont des interactions physiques, psychiques au cerveau et chimiques au cerveau, et le reste est illusion. Le reste n'existe pas. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les traditions d'Orient comme d'Occident depuis des milliers d'années, où l'être humain est corps, âme et esprit. Et c'est là qu'on peut trouver réellement un sens du devenir, un sens du destin. Parce que si on se limite à la physique, au corps physique, je suis comme ça. Je suis venu au monde comme ça, et puis je vais être comme ça, et puis je vais mourir comme ça. Je vais mourir à la fin, et il n'y a rien qui se passe après. Donc, quel est notre pouvoir? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On ne peut rien faire. On peut juste vivre, puis on profite de la vie, et ça fait toute cette vision du monde matérialiste on consomme. On profite de la vie, on s'amuse, et à la fin, on meurt, et de toute façon, après, on s'en fout. Après moi, le déluge, comme on dit, on s'en fout, on ne sera plus là. Non, dans les traditions d'Orient comme d'Occident, c'est pas si simple. Il y a un corps physique, qui est notre véhicule, l'âme et l'esprit. L'âme qui est notre psyché. La psyché, c'est la racine grecque de âme. Donc, c'est le monde intermédiaire entre l'esprit, là où réside qui on est réellement. C'est-à-dire cette constante qui est là depuis qu'on est venu au monde, c'est-à-dire l'être, versus notre monde concret, c'est-à-dire comment j'agis dans le monde. Donc, il y a un monde intermédiaire qui est cette psyché qui nous permet d'avoir un contact avec ce qui est élevé, l'autre dimension, appelez-la comme ça par rapport à la vidéo, et le monde concret, c'est-à-dire le potentiel vers où je peux aller, vers où je peux aller chercher ce qu'il faut pour concrètement l'appliquer dans le monde concret. Mais je vais rencontrer des limites dans ce monde concret-là. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Donc, c'est là qu'on peut rencontrer une forme de liberté, c'est-à-dire est-ce que je regarde par en bas, c'est-à-dire je regarde la réalité concrète du monde et puis je suis confiné à ma maison, puis c'est à cause du virus, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des autres, c'est à cause de la Chine, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Où je peux me dire, non, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Je retourne le regard vers le potentiel, vers qui je veux aller, vers quoi je veux aller. Une fois que je le vois, j'essaie de l'être, j'essaie d'être cohérent avec qui je suis réellement. Et si j'essaie d'être cohérent avec qui je suis réellement, je vais me rendre compte, premièrement, que je ne suis pas qui j'aimerais être. Il y a des limites, il y a des défauts, il y a des craintes, il y a des limitations que par l'éducation, le monde dans lequel on est, notre propre ignorance, il y a des limites et c'est normal. On a tous des limites. Personne qui est parfait, personne qui arrive à être réellement cohérent, à part peut-être des grands sages où ils arrivaient à penser d'une façon, sentir d'une façon et agir de la même façon. C'est-à-dire être cohérent à travers corps, âme et esprit. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que souvent, on peut le remarquer dans notre vie de tous les jours, peut-être, où quand je suis avec des amis, ça va bien, je suis capable d'exprimer des idées, d'être moi-même, mais quand j'arrive avec d'autres,
ah ben là, j'ose pas trop, j'ose pas m'affirmer, je vois des choses qui sont injustes, mais j'ose pas trop m'affirmer, j'ose pas trop intervenir. Donc, parce qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Donc, et donc c'est cette. Collectivement, on a une belle preuve de ça aussi. C'est au niveau, par exemple, des gouvernements où à l'ONU, on a tous les grands principes humanistes contre le travail des enfants, contre la faim dans le monde. Donc, tout est bien écrit, tout est bien détaillé. On a tous les principes les plus élevés de l'être humain, les droits de la personne, les droits des femmes, les droits des... Tout est là, tout est magnifique, inspirant. Mais concrètement, est-ce que ça s'applique? On voit aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui meurent de faim par jour. Comment c'est justifiable, ça, dans un monde comme le nôtre, avec la technologie et la technique qu'on a présentement? Comment c'est possible? 25 000 personnes meurent de faim chaque jour. Pourquoi il y a encore des conflits? Pourquoi il y a encore des guerres? Alors qu'on a tout bien détaillé. Il y a des gens qui pensent, voici les causes des guerres, de telle guerre, voici les conflits. Pourquoi que ça continue? Donc, on voit qu'il y a une incohérence avec ce qu'on promeut comme principe, même au niveau du pays, au niveau de la municipalité. Il y a une incohérence. Pourquoi? Parce qu'il y a des égoïsmes dans tout ça, qui sont d'autres choses. Mais d'abord, pour le ramener à la philosophie, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait qui est incohérent avec nous-mêmes? Est-ce qu'on arrive à être vraiment qui on veut être? Est-ce qu'on arrive vraiment à être intègre nous-mêmes dans notre vie de tous les jours? Et si on n'y arrive pas, il faut savoir pourquoi. Et si on sait pourquoi, on peut aller dépasser des limites. Et là, c'est le mystère. On va savoir qu'est-ce que ça sera sans mes habitudes d'avoir peur dans telle situation. Qui je serai ou comment je serai une fois que je n'ai plus de colère lorsque je parle à, je sais pas, mes parents qui m'énervent et puis j'arrive à dépasser ça. Puis non, j'exagère, mais mettons des collègues de travail où telle personne me dit telle affaire, tout de suite, je deviens en colère. Est-ce que j'arrive à sortir de ça? Est-ce que j'arrive à transformer ça? J'arrive à rencontrer ça pour arriver à ne plus vivre, ne plus être une espèce de programme où quelqu'un pousse le bouton et puis tout de suite, je pars c'est la colère ou la tristesse. Donc, est-ce que j'arrive à me libérer de ces limitations-là? Lesquelles on peut... Le problème avec ça, c'est vivant avec ça quotidiennement, on peut s'y identifier. Dire, c'est moi, ça, je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui me met en colère facilement. Ou je suis quelqu'un qui a peur facilement. Je suis quelqu'un qui n'aime pas ça, telle chose. Donc, on se limite nous-mêmes parce qu'on s'identifie à la limite et on ne s'en rend pas compte. On peut avoir une bonne intention, on dit, je suis comme ça, puis je veux m'améliorer, mais ça, je sais que je suis comme ça. Peut-être que non, je peux transformer ça. Mais ça demande ce travail intérieur, ça demande la sagesse qui vient nous éclairer d'une certaine façon, où j'arrive à, finalement, je peux traverser ça, je peux être autre chose que ça. C'est un peu comme le petit cercle dans la vidéo où je n'avais pas conscience, je ne savais pas. Je peux être autre chose, je peux être plus, je peux être moi, en fait. Est-ce que ça va avec ça? Donc, pour en revenir à la liberté et cette idée de qu'est-ce que la liberté, le titre, le défi de la liberté, d'où vient le défi de la liberté? On peut se tromper facilement de cible si on n'a pas conscience réellement de qu'est-ce que les limites, qu'est-ce que je suis en tant qu'être humain, qui je suis en tant qu'être humain. On peut penser que la liberté, c'est de voyager, faire le tour du monde, s'amuser les vendredis soirs. Bien que c'est bien, hein, c'est pas un jugement. Mais on voit là qu'on ne peut plus le faire. Donc, est-ce qu'on peut dire, je suis plus libre finalement? Donc, la liberté, elle est intérieure et elle nous amène à, peu importe la condition, on est libre. On est pris dans la maison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut apprendre on peut apprendre d'autres choses, on peut lire, on peut faire beaucoup de choses qui permettent d'exprimer qui on est réellement. Même faire le ménage, on fait le ménage, on met de l'ordre, même si c'est en ordre, on peut se dire comment je peux ordonner mieux?
Est-ce que je peux faire ça différemment? Est-ce que je peux maintenir mieux l'ordre chez moi en faisant la balieuse ou en jetant ce qui n'est plus utile, par exemple? Il y a des choses qu'on a dans notre garde-robe depuis 5 ans, on n'a pas mis des vêtements qu'on n'a pas utilisés depuis 5-6 ans. Est-ce que je peux m'en débarrasser? Est-ce que je peux purifier ici, clarifier? Je peux donc exprimer quelque chose de moi, en fait, quelque chose d'ordonné, d'harmonieux. Donc, on peut le faire n'importe où, en fait. Même dans une cellule, on peut, j'exagère, mais tu sais, comme je donne l'exemple de Nelson Mandela, qui a été 30 ans dans un camp de travaux forcés. Est-ce que ça l'a empêché d'être lui-même, de devenir lui-même? Non, il a continué à avancer. Et il aurait pu sortir de là après 30 ans qu'on lui a enlevé, en fait. Si on le voit d'une façon simpliste, on lui a enlevé 30 ans, il a été limité dans une boîte pendant 30 ans. Il aurait pu être en colère contre ses geôliers, c'était l'apartheid entre les Blancs et les Noirs, et puis il aurait pu sortir de là en colère contre les Blancs. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est sorti? Non, une fois élu, il aurait pu se venger contre les Blancs. Non, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché à unir les peuples. Il a cherché à unir les Blancs et les Noirs à travers des différentes actions concrètes, mais il n'a jamais cherché à se venger ou à être rancunier. Il n'a jamais été rancunier. Donc, il a continué à évoluer comme être humain, à comprendre des choses comme être humain. Et il est sorti, il était libre. Même avant de sortir, il était libre. Et Gandhi, c'est la même chose. Si on observe, il n'était pas la personne la plus riche, parce qu'on pourrait se tromper en se disant, quand je serai riche, je vais être libre. J'aurai les moyens de m'acheter des choses. Alors que non, Gandhi n'avait rien. Il avait une tunique et puis son truc pour faire même là, c'était pas à lui, mais pour faire du tissage. Donc, il n'y avait rien, en fait. Il n'y a pas de possession. Et Gandhi n'est pas né Gandhi. Il est devenu Gandhi, qu'on connaît. Parce que si on observe sa vie quand il était jeune, il voulait être... son rêve, c'était de devenir riche et d'être un bourgeois un peu style anglais. Et finalement, non, il n'est pas du tout devenu comme ça. À travers son cheminement d'être humain, il s'est finalement libéré de beaucoup de limitations. Il était arrogant, il était incapable même de parler en public. Et puis, on l'a vu faire des discours devant des milliers de personnes. Donc, ouais, il a transcendé des limites. Et c'est fondamental, surtout aujourd'hui, on a besoin de gens qui arrivent à être eux-mêmes, c'est-à-dire à dépasser leurs propres limites pour devenir réellement humains et surtout pour devenir réellement utile dans le monde dans lequel on est. Parce que si on devient qui l'on est, c'est nécessairement qu'on sera utile dans le monde dans lequel on est. Qu'on n'est pas séparé. Tout est uni, tout fait partie d'un plus grand tout. Il n'y a pas rien là, dans la nature qui ne sert à rien. Il n'y a pas rien qui est là pour la nature a fait tel arbre, tel animal, mais en fait, il ne sert à rien. Non, il y a aussi son rôle à jouer. Nous, on a notre rôle à jouer, mais là, on doit nous le découvrir. On doit nous arriver à rencontrer quel est notre rôle dans le monde. Prendre une responsabilité, accepter de prendre une responsabilité, de travailler au-delà de nos limites, de nos limitations pour assumer et assurer une responsabilité qui n'est pas juste pour nous, mais pour l'ensemble de l'humanité. Évidemment, c'est un niveau élevé où je l'amène, mais il y a eu dans l'histoire des cultures et des civilisations qui mettaient en place ce qu'il fallait pour que ça se passe, c'est-à-dire des cultures et des civilisations qui mettaient le monde, plutôt l'éducation qui était en place pour que l'être humain se rencontre le plus jeune possible, rencontre qui il est, qu'est-ce que l'on est, qu'on ait un rôle à jouer très rapidement dans le monde et qu'on a une responsabilité dans le monde dans lequel on est. On le voit dans plusieurs traditions où je prends Marc Aurèle qui était empereur et puis qui était philosophe. Puis à 12 ans, il était chevalier. Aujourd'hui, à 12 ans, il n'y a pas grand monde qui serait capable d'être chevalier dans le sens classique du terme, c'est-à-dire qu'il était capable de prendre une responsabilité, qui avait des vertus, des valeurs. Même chose pour Confucius, qui était ministre à 17 ans, donc dans un empire qui était quand même assez grand. Et, même un autre comme... donc, dans l'histoire, il y a plein d'exemples où des gens
même très proche de nous, hein, la culture amérindienne, tu sais, à 17-18 ans, normalement, il y avait leur rôle dans la société, ils savaient ce qu'il y avait à faire. Il y avait un sens d'initiation, c'est-à-dire trouver leur place, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je dois faire dans la collectivité dans laquelle je suis. Aujourd'hui, on a associé trop à mon travail. Ben, je vais faire tel travail, mais on n'est pas nécessairement connecté au plus grand tout. On peut faire un travail qui nuit même. Hein. Je ne sais pas si je travaille dans une entreprise qui pollue. Il y a toute une chaîne à regarder. Là, mais qu'est-ce qui fait que ça pollue? Quelqu'un achète ce produit-là, mais qui ça? Donc, tout ça est un peu déconnecté de la nature. Donc, si on observe le monde dans lequel on vit, on voit un peu aujourd'hui les limitations de ce monde avec ce qui se passe, où ça met à jour des incohérences incroyables sur les priorités du monde dans lequel on a vécu, dans lequel on vit. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui a été amené? Est-ce que c'était éclairant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous auriez aimé développer davantage? Est-ce qu'il y a des questions? Je vous laisse la parole. On a Michel, 3 minutes. j'ai une question. Oui? Penses-tu que la peur de la critique, c'est un de limites que la liberté nous impose actuellement? La peur de la critique, si c'est une limitation? Oui. Ben, je te retourne la question. Est-ce que selon toi, est-ce que... Moi, je pense que oui. OK, c'est bon, voilà. Parce que oui, vas-y. Je trouve qu'actuellement, personne ne veut prendre des responsabilités. Parce que de plus en plus, on voit les gens qui hésitent à prendre des responsabilités. Et moi, je pense que la peur de la critique, c'est quelque chose qui est très imposante actuellement. Oui. Et je vois comme une des limites pour la liberté. Oui, c'est la peur de ne pas agir, la peur d'être jugé, la peur de paraître ci, paraître ça. Oui, exactement. Vu que les choses comme plus matérialistes, plus visuelles sont très, très, très comme en vogue, sont très l'apparence, tout ça. Donc, moi, je trouve que ces peurs-là, c'est quelque chose qui limite plusieurs personnes. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Ce que je trouve intéressant pour faire suite aux commentaires des responsabilités, c'est le paradoxe, si on veut, de l'engagement qui peut être une forme de liberté, alors qu'on pourrait s'imaginer que c'est une prison. Sauf que quand c'est nous-mêmes qui décidons de s'engager, qu'on respecte ça, qu'on est responsable, ça peut être une voie justement pour dépasser des limites parce qu'on a décidé nous-mêmes de s'engager au lieu que ce soit l'extérieur qui nous mène et qui nous dirige. Donc, l'engagement, ça peut être une forme de liberté, mais aujourd'hui, le mot engagement là, peut faire peur en se disant « Oh non, je suis contraint ». Tu sais, mais en fait, c'est l'inverse. Oui, tout à fait. Moi, j'aurais voulu faire un commentaire sur l'actualité. J'ai vu il y a quelques jours des vidéos de manifestations aux États-Unis où les gens manifestaient contre le confinement. Et le discours des gens, c'était on est dans le pays des libertés, on n'a pas le droit de nous enlever cette liberté. Et en fait, encore une fois, le problème vient du fait que le mot liberté, il a été complètement galvaudé, il a perdu son essence. Les gens ne savent même plus ce que ça veut dire, parce que pour eux, c'est faire ce que je veux. Ouais, c'est un bon point. D'autres commentaires? Donc oui, on n'a pas touché, on en a parlé un petit peu, mais faire ce que je veux quand je veux, en fait, c'est souvent au contraire, on est enchaîné à ça, c'est-à-dire on devient
En fait, c'est une partie de nous qui veut seulement faire ce qu'il veut quand ça lui plaît et pas s'engager, justement. Si je m'engage, ça veut dire que je peux pas faire ce que je veux quand je veux. Ben, pour faire rebondir, c'est ce qui a été dit aussi. Alors que la responsabilité, même le mot anglais, je le trouve intéressant, c'est to respond, responsibility, répondre en fait. Répondre à quoi? S'il n'y a pas de réponse, ben, il n'y a pas de, on ne peut pas se fier. Donc, c'est en lien avec nous-mêmes, lorsque je prends responsabilité, je réponds à un appel. Je réponds à un appel intérieur, ben, d'être utile, de m'engager pour quelque chose, par exemple. Et donc, il y a une réponse, c'est-à-dire que quand vient le temps de répondre, ben, j'y vais. S'il n'y a pas de réponse, ben, c'est quelque chose en moi qui dit « Ah, ça ne me tente pas, je suis fatigué », ou « Demain, ah ben non, je voulais écouter la télé », ou je ne sais pas quoi. S'il y a réellement un engagement, ben, ça va être « OK, ben, j'y vais », un peu comme les pompiers volontaires. Bon, c'est une image, mais dans le sens où tu as décidé d'être pompier. Si on t'appelle pour un feu, ben, il faut que tu y ailles. Tu ne peux pas dire « Ah, ben non, finalement, j'aime pas le feu, tu sais. J'aime pas la chaleur. » Ou je sais pas quoi, tu sais. Non, tu t'es engagé, tu y vas, tu sais. Et donc, si tu veux pas t'engager, tu t'engages pas, tu sais. Donc, ça nous amène à nos limites, prendre une responsabilité, nous faire rencontrer nos limites beaucoup plus rapidement. Je m'engage, donc je vais rencontrer des limites très rapidement. Et puis, ces limites sont intérieures. Ça me tente pas, j'ai peur, ou, de la critique. Ça ne sera pas exprimé comme ça, évidemment. Il faut s'observer, là, mais le langage intérieur, ça va être « Ah, ben, c'est la faute de lui. Ah, ben, lui va être là, ben, j'aime pas ça quand il me parle ou qu'il me juge. Ouais, j'ai l'impression qu'il me juge. » En fait, c'est une projection de mes propres limites que je vais auto-justifier. Une partie de nous, pas nous, mais une partie de nous fait ce travail-là. Il nous fait des peurs, en fait, il nous fait apparaître des monstres. Puis là, finalement, j'y vais pas. Donc, la responsabilité, tout à fait, nous amène à nos propres limites parce que dès qu'on prend une responsabilité, on va vivre l'humiliation, on va vivre la défaite, on va vivre la difficulté. Tout ça, on va les rencontrer assez rapidement. Et même la critique, les gens vont critiquer. Donc, ça va arriver. Donc, c'est pour ça que ben, ça peut être normal, en guillemets, où les gens ne veulent pas prendre de responsabilités parce que c'est tout qu'un niveau, c'est quand même un niveau important. Donc, ce que le problème qu'on a, ben, c'est qu'il y a des gens qui veulent prendre la responsabilité, ben, ne devraient peut-être pas prendre la responsabilité. Mettons, je prends au niveau politique. Quelqu'un qui veut le pouvoir, il faut se questionner, il faut se poser la question, mais pourquoi il veut le pouvoir? Pourquoi quelqu'un voudrait le pouvoir? Déjà, en partant, si on retourne dans les sociétés traditionnelles ou philosophiques, à Rome ancienne ou en Égypte ancienne, quelqu'un qui veut le pouvoir, il ne faut surtout pas qu'il ait le pouvoir en partant. Même si c'est peu importe le système dans lequel on est. Donc, quelqu'un qui veut le pouvoir, ben, tout de suite, tu l'envoies, ben, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là, va passer le balai là, pendant quelques décennies, et puis tu reviendras après. T'sais. Donc, le pouvoir n'est pas quelque chose, n'est pas une carrière, n'est pas une ambition. Le pouvoir devrait être une espèce de devoir parce que, un peu comme un médecin, c'est-à-dire, c'est une vocation. J'y vais pas parce que je veux le pouvoir, mais c'est parce que je dois y aller. Je ne peux pas laisser ça aller comme ça. Je dois participer, je dois y aller. La même chose, par exemple, si nous, à notre niveau, où on arrive dans une école, une cour de récréation, et des enfants de 7 ans, 7, 8 ans qui courent, et puis il n'y a pas d'adultes, je ne peux pas dire, bon, je les laisse aller, ils s'organiseront, puis quelqu'un va venir. Non, je ne prendrai pas de responsabilité. Non, on va prendre la responsabilité parce qu'on sent on sent l'appel intérieur, ben, je ne peux pas les laisser de même. Il y en a qui vont s'entretuer, ils vont se blesser, je ne sais pas trop. Donc, c'est un peu la même chose dans un sens où c'est pas un jugement de niveau, ah ben, les autres, c'est des enfants, mais ça n'a rien à voir, mais c'est plutôt un niveau de conscience. Le niveau de conscience le plus élevé doit diriger. Peu importe le système, en fait, que ce soit de gauche-droite, peu importe, c'est la finalité, c'est-à-dire on doit emmener, lui qui dirige, prend la responsabilité pour emmener le bateau à bon port pour que les gens qui y habitent ben, arrivent en bonnes conditions. C'est-à-dire, pour nous, c'est de faire en sorte que la culture et la civilisation soient réellement humanistes. C'est-à-dire, soient réellement un lieu où l'être humain peut se développer et devenir qui il est réellement. Mettre en place les conditions pour que ça se passe de façon naturelle. En fait.
je cherche le mot, là, les épreuves, par exemple. Mettre en place un monde qui fait en sorte que les épreuves soient bien vécues. Parce qu'on a envie tous des épreuves. La chose qu'on n'a pas appris à les vivre de façon philosophique, c'est-à-dire de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'épreuve, qu'est-ce que ça touche en moi, qu'est-ce que je dois dépasser pour arriver à devenir un peu plus moi-même, un peu plus humain. Donc, le rôle de la culture et de la civilisation devrait faire en sorte d'offrir à l'humain le terreau, pour revenir à l'exemple de la graine, mais le terreau fertile pour qu'on devienne réellement humain. Donc, on arrive à avoir un monde où on a un champ d'épreuves qui est bien orienté pour qu'on arrive à dépasser nos limites, qu'on arrive à aller vers qui l'on est. Alors que le monde aujourd'hui fait l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on nous fait s'identifier aux limites. Dire, je suis mon corps, je suis mon corps physique, je suis ce que j'ai mangé, je suis mon compte en banque, je suis ma maison, ma voiture, je suis mon corps physique. Donc, on s'identifie aux limites. Donc, je vois le temps passer. Donc, moi, s'il n'y a pas d'autres questions, je terminerai l'activité ici. Est-ce que ça va? Bon, bien, mais je vous invite à venir. Le prochain va être vendredi prochain. On va l'afficher aujourd'hui. Donc, je vous inviterai. Vous allez recevoir l'invitation. Le thème, Michel, des prochains labos philo? Ben, le prochain, ça va être sur pourquoi on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Il y a un lien avec lui qu'on a fait là. On a déjà fait en février, mais qu'on refait, mais il va être évidemment adapté différemment. Et puis, c'est jamais la même chose. Le thème est large, comme la liberté. Et puis, il y a aussi un autre labo que Sophie, toi, tu vas animer au mois de mai, sur la beauté. C'est quoi le titre? Les effets de la beauté sur l'âme. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de beauté ou non? Qu'est-ce que le beau, en sens, devrait justement nous amener à éveiller quelque chose en nous, en fait. C'est ce qu'on va sûrement voir. Puis, donc voilà, je pense que ça fait le tour. Il y aura d'autres activités. Vous restez connectés au mailing ou sur Facebook. Là. Il y a plein de choses. Là. On travaille sur la programmation. Ça sera bien intéressant dans les prochains mois. Merci, Michel. Merci beaucoup. Et merci, Sophie. Merci. Bye-bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester connecté à la philosophie, visitez notre site web à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel ou un don régulier en visitant le site web montréal.acropole.ca/contribuer.